Nous allons donc commencer cet après-midi par une table ronde animée par Monsieur Lucas Aubert sur le thème Agir pour se rétablir. Cette notion de agir est en effet, cette notion de reprendre sa vie en main est en effet terriblement fondamentale, comme on a pu le comprendre, notamment en écoutant les interventions, les interviews des patients et de l'approche que vous avez entendu ce matin. Euh, le thème, donc, je viens de le dire, de cette table ronde est Agir pour se rétablir. Monsieur Lucas Aubert est directeur de l'organisme Alpha Psy, qui est un cabinet de conseil et de formation en santé mentale et sociale. Ce cabinet a été créé par l'œuvre Falleret et il a une particularité, c'est d'être codirigé et animé avec des formateurs pairs. Nous allons suivre donc cette table ronde à peu près pendant 1 heure jusqu'à 15 heures où nous enchaînerons sur un nouveau chapitre. Monsieur Aubert, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis Lucas Aubert, je suis directeur d'Alpha Psy. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde en compagnie de Jérôme Blandy, Annick et Anne, que je vais voilà, prendre le temps de pouvoir interroger sur leur vision du rétablissement et cette notion de l'agir qui a été particulièrement déterminante dans leur parcours. Moi, je suis éducateur spécialisé de formation. Pour m'introduire rapidement, j'ai été formé aux notions de rétablissement à Montréal où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et ces dernières années, j'étais manager de projets donc à Montréal puis en France dans les questions d'insertion, d'inclusion au logement et au sein de centres d'hébergement où je me suis évertué justement à transformer les institutions au regard de ce changement de paradigme qu'introduit le rétablissement et de créer des environnements qui favorisent la reprise de pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagnait. Et effectivement, cette notion d'agir, elle me semble extrêmement déterminante. Et pour partir peut-être d'un point de vue un petit peu théorique, j'apprécie notamment ce que peut dire Paul Ricoeur, qui vient interroger la souffrance en expliquant qu'elle n'est pas justement uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais bien par une diminution, voire par la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir faire, qui est ressenti par les personnes comme une atteinte à l'intégrité de soi. Donc on voit bien à travers ce point de vue en quoi, dans un processus d'aller mieux, de rétablissement, la question de la possibilité pour les personnes de reprendre le pouvoir sur leur vie apparaît essentielle pour venir apaiser cette souffrance qu'ils peuvent ressentir et peut-être prendre le contrôle de leur destinée. Pendant cette table ronde, on va s'appuyer également sur la notion donc de pouvoir d'agir, d'empowerment, comme l'appellent les anglo-saxons, et à travers la définition qu'en propose l'OMS, qui définit bien l'empowerment comme faisant référence au niveau de choix, de décision, d'influence, de contrôle que les usagers des services de santé mentale peuvent exercer sur les événements de leur vie. Et l'empowerment ajoute que la clé de cette transformation, elle réside avant tout dans l'évolution des rapports de force et des relations de pouvoir entre les individus, les groupes, les services et notamment le gouvernement. Donc pendant cette table ronde, on va avoir la chance d'écouter les témoignages de 4 personnes concernées eux-mêmes par les troubles de bipolarité qui vont pouvoir nous expliquer comment, au travers de leur parcours de rétablissement, cette question de l'agir a été centrale et comment ils ont pu mener, en tout cas reprendre le contrôle de leur existence. Tout d'abord, je vais pouvoir vous proposer qu'ils puissent s'introduire. Donc, je vais d'abord demander à Jérôme de pouvoir se présenter en quelques mots avant qu'on puisse aborder les questions. Très bien. Eh bien, donc, je m'appelle Jérôme et je suis donc médiateur santé pair. Depuis 1 an, je travaille comme père aidant dans un établissement psychiatrique de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Villévrard. Et je dois en fait cette reconversion professionnelle
ainsi que l'année d'études qui accompagne cette prise de poste en licence de médiateur santé pair à Paris 13. Je le dois beaucoup à la fréquentation assidue que j'ai eue des groupes de parole d'Argos 2001 qui m'ont amené progressivement à reprendre un certain pouvoir d'agir sur mon existence, car j'étais mal en point en 2016 quand j'ai découvert l'association. Et grâce à ces groupes de parole et au soutien des membres de l'association, j'ai pu entreprendre cette nouvelle carrière. Et je vous exposerai par la suite un peu la réflexion que m'a inspiré cette découverte d'un univers professionnel que je connaissais qu'en tant que passion. Merci beaucoup. Blandine, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, bonjour à tous et à tous. Je suis Blandine. Je suis bénévole à Argos depuis 1 an et demi et j'ai beaucoup appris. Sinon, je souffre de troubles bipolaires depuis 33 ans et avec des nombreuses phases maniaques et dépressives. Et donc, j'ai fait tout un parcours pour essayer de minimiser toutes ces phases et de vivre normalement. Merci beaucoup. Annick, est-ce que vous pouvez poursuivre? Bonjour à tous, je suis Annick et je suis patiente diagnostiquée depuis 2007 et je suis aussi responsable de l'antenne Argos 2001 Gers et où j'anime des groupes de parole, une permanence téléphonique et la journée mondiale des troubles bipolaires. Merci beaucoup. Anne, le mot de la fin. Moi, je suis bipolaire également. Là, j'ai 45 ans. Je pense que je suis bipolaire depuis une bonne trentaine d'années. Mais j'ai été diagnostiquée véritablement il y a 6 ans maintenant. Donc, j'ai une grosse errance de diagnostic, donc une errance psychiatrique, quoi, donc qui m'a amenée à vivre des phases hypomaniaques, des phases maniaques, des phases dépressives, des phases mixtes, jusqu'au moment où, comme mes confrères et sœurs, j'ai poussé la porte d'Argos 2001 et j'ai trouvé des gens qui me ressemblaient. Et j'ai pu les entendre et j'ai pu leur parler et j'ai pu me comprendre et m'apprendre. Et c'est de là que une nouvelle partie de ma vie a commencé, vers dans le rétablissement, vers le mieux-être. Et puis c'est là que finalement tout a changé. Merci beaucoup. On va pouvoir approfondir tous ces éléments par la suite. On souhaitait ensemble commencer cette table ronde en laissant la parole à Jérôme. Jérôme, vous souhaitiez aujourd'hui partager une perspective davantage sociologique en abordant notamment une rétrospective historique des notions de rétablissement et de pouvoir d'agir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors j'avais dans un premier temps envie de partager avec vous une image, parce que je suis un homme d'image. C'est pas celle-là, c'est la ronde des prisonniers. C'est un tableau de Vincent van Gogh, voilà, dont nous célébrons donc l'anniversaire de naissance. Voilà, c'est un tableau de la fin de sa vie qui a été peint, ça représente la ronde des prisonniers, mais en fait, il s'agit d'un asile à Saint-Rémy-de-Provence, dans lequel a été interné Vincent vers la fin de sa vie. Et ça fait partie d'une collection qui a été montrée à Paris récemment. Et je trouve que c'est une image qui est très parlante,
à différents titres, et notamment au titre de cette ronde. C'est-à-dire que il me semble que pendant pas mal de temps, la gestion de la folie et de la différence psychique, pour l'appeler ainsi, a été gérée de manière assez violente et on a pas mal tourné en rond, patients comme soignants. C'était pas vraiment, c'était considéré comme du soin, comme aujourd'hui encore on considère comme du soin l'isolement ou la contention. Mais pour moi, ça reste des actes quand même très violents et très traumatisants en tant que personne. Voilà, on peut arrêter le partage d'écran. Merci. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que la notion de rétablissement est apparue, comme on l'a vu ce matin, dans les années 70, 80, à travers des mouvements d'usagers. Ce sont des usagers, des personnes donc différentes psychiquement, qui, à l'issue de leur parcours de soins, ont dit « mais c'est pas possible d'être catalogué, catégorisé comme fou pour toujours et de ne pas envisager de perspective de vie autre que celle du soin, du médicament et de l'hospitalisation. » Et ces mouvements d'usagers, notamment les survivants de la psychiatrie, ont suffisamment fait valoir leur voix et se sont suffisamment battus pour que des médecins, des psychiatres, des psychologues, enfin tout l'univers qui s'occupe professionnellement de la psychiatrie, s'intéressent un peu à ce qu'ils disent et y trouvent eux aussi finalement une perspective qui envisagerait cette différence psychique comme autre chose qu'une maladie. Parce que personnellement, bien que souffrant d'un trouble bipolaire, je ne me sens pas malade. C'est-à-dire que j'ai une sensibilité qui est la mienne, qui m'a posé problème à plusieurs reprises au cours de ma vie, mais je ne me sens pas malade. Et j'essaie autant que possible de retrouver, à travers un processus de rétablissement, une attitude et un comportement adapté à la société dans laquelle je vis, qui puisse à la fois être épanouissante et qui puisse me permettre d'avancer. Voilà. Donc, le soin, oui, mais pas à tout prix. Et il me semble important de rappeler que c'est grâce à cette voix des usagers que aujourd'hui, tous les établissements psychiatriques de France s'orientent petit à petit dans la perspective du rétablissement qui vient bien des patients et pas des soignants. C'est quelque chose qui a été récupéré, tant mieux. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apporter à l'univers psychiatrique, qu'on a beaucoup de choses à témoigner, à faire valoir. Et c'était dans ce sens que je souhaitais prendre la parole aujourd'hui en proposant une autre image qui est donc la nef des fous. C'est une image plus ancienne qui est de Jérôme Bosch, voilà, et qui me semble peut-être définir
une perspective d'avenir plus optimiste et plus positive par rapport à mon existence et celle de mes pères, une perspective dans laquelle on est engagé. Je pense notamment aux 600 GEM qui existent aujourd'hui en France et qui sont pour moi autant de nefs que de structures qui accompagnent au jour le jour des personnes différentes. Sachant que cet apport, il ne se limite pas à la psychiatrie, il ne se limite pas aux malades et aux soignants, mais il peut s'étendre. Et que en m'engageant moi personnellement dans l'univers psychiatrique, j'ai découvert finalement un univers dans lequel coexistent différentes pratiques qui sont historiquement marquées, qui vont celles de la pratique asilaire, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont enfermés contre leur gré, qui sont à l'isolement, en contention. Et ça me semble être un peu anachronique. Et puis, il y a, comme on l'a vu ce matin, tout un tas de professionnels très compétents qui portent une nouvelle façon d'envisager le soin et d'envisager la différence psychique. Et je pense que Argos 2001 et tous les mouvements d'usagers ont un rôle à jouer dans la société d'aujourd'hui. Notre sensibilité et notre expérience de la société nous rend pertinents pour faire de la société, et pas que de l'univers psychiatrique, une société plus inclusive, plus tolérante, plus bienveillante. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Jérôme. Je compléterai ces témoignages par partager, lors de notre échange pour préparer cette réunion, vous avez dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Vous disiez que c'est dans l'imaginaire des patients que sont nées les solutions de la psychiatrie d'aujourd'hui. Et j'avais trouvé cette phrase particulièrement forte quand on sait justement que, pour rejoindre votre rétrospective historique, que la psychiatrie, par le mouvement des aliénistes notamment, a défini à l'époque la folie, ou en tout cas la raison de la folie, comme provenant des imaginations débordantes et de l'oisiveté des individus. Et aujourd'hui, votre témoignage prend le contre-pied justement de cette affirmation de l'époque en disant que c'est dans l'imaginaire des patients qu'on peut retrouver justement les solutions de la psychiatrie d'aujourd'hui. Donc voilà, je voulais compléter votre témoignage par cette anecdote qui me semblait particulièrement pertinente et contemporaine sur ce qu'on peut observer de l'évolution de notre monde aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Dans les questions-réponses, il y a Fabrice Montoyo qui souhaitait préciser que justement dans le langage qu'on est amené à utiliser concernant la désignation des personnes qui souffrent de troubles psychiques, il est important de ne pas spécifier qu'on est la maladie, mais que nous sommes des personnes qui souffront justement de la maladie, ce qui, dans le concept de rétablissement, induit cette idée de se détacher du stigmate, de venir à un moment peut-être se redéfinir au-delà de son identité de malade que le système, notamment psychiatrique, souhaite nous donner. On va maintenant demander à Blandine. Blandine, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision du rétablissement? Qu'est-ce que ce mot désigne? Donc, ma vision du rétablissement, c'est j'ai eu un déclic un matin
où je me suis dit, je vis, donc je dois vivre et je le fais bien. Et ça a été le début de mon rétablissement, où j'ai mis en place pas mal de choses pour essayer de vivre au mieux ma maladie, parce que j'ai été comme dans le tableau de Van Gogh, j'ai été dans un cercle où je ne m'en sortais pas. Et quand j'ai fait un petit pas à côté de ce cercle, les choses se sont ouvertes, le cercle s'est ouvert pour être presque une parabole. Donc, j'ai mis en place plusieurs choses. J'ai commencé à vivre non seulement mon activité professionnelle mieux, mais aussi à vivre avec ma famille beaucoup mieux en parlant de la maladie et en essayant de leur faire comprendre qu'on pouvait très bien vivre avec cette maladie. Et puis, j'ai mis en place des activités qui me faisaient plaisir, parce qu'avant, je ne m'accordais pas ce loisir parce que j'étais malade et je me disais, je pourrais jamais faire ça. Et donc, j'ai commencé par du sport, par des activités de peinture. Et ça m'a beaucoup aidé et beaucoup permis de mieux vivre ma maladie. Merci. Et dans nos échanges, vous disiez justement qu'il était très important de pouvoir développer une connaissance de soi. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour cultiver cette connaissance de vous-même? Alors d'abord, j'ai repris tous mes épisodes maniaques et tous mes épisodes de dépression et essayé de mettre en regard pourquoi c'était arrivé. Et j'ai pu déterminer un certain nombre de choses qui étaient clés et qui m'a permis par la suite de minimiser mes épisodes maniaques. Par exemple, les décès, je réagissais très fortement aux décès qu'il y avait eu autour de moi. Et en fait, avec le temps, j'ai pu me guérir de cette hypersensibilité et non pas à considérer les décès comme minimes, mais à mieux vivre avec, donc anticiper. La meilleure connaissance de moi, j'ai fait une psychothérapie, une TCC qui m'a beaucoup appris sur la maladie, qui m'a beaucoup appris sur mes pairs parce que c'était la première fois en fait que je rencontrais des gens qui souffraient de la même pathologie que moi. Et ça m'a beaucoup aidé dans le cheminement du rétablissement et de la connaissance de moi. Merci beaucoup. Et vous parliez également lors de notre échange du rôle qu'avaient pu jouer les psychiatres dans votre parcours. Est-ce que vous pouvez... Alors, les psychiatres ont été nombreux. Déjà, je me suis trouvée face à un mur parce que j'ai eu un épisode maniaque aux États-Unis qui a été tout de suite affublé de psychose maniaco-dépressive. À l'époque, on l'appelait. Et je suis rentrée en France et là, j'ai été voir 2 psychiatres qui m'ont dit non, vous n'avez rien. Vous avez juste été victime de surmenage et vous n'avez rien. Jusqu'au prochain épisode maniaque où là, j'ai été hospitalisée et le diagnostic a été reposé une deuxième fois. Donc, il y a quand même 5 à 7 ans qui sont passés entre les deux. Et là, au cours de mes hospitalisations, j'ai rencontré pléthore de psychiatres, plus ou moins bien, plus ou moins à l'écoute. Et j'ai été orientée vers différents psychiatres qui m'ont plus ou moins convenu, jusqu'au jour où j'ai trouvé le psychiatre qui me convenait parfaitement et qui me suit depuis maintenant des années. Donc, j'insiste sur l'importance d'avoir un psychiatre avec qui on se sent bien, avec qui on est bien, parce que il ne se contente pas seulement de donner des médicaments, mais il y a tout un processus qui permet de se sentir beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce processus? Qu'est-ce que ce psychiatre il a fait de particulier qui vous a permis de... Avec ce psychiatre, je discute librement.
Donc, je peux lui dire tout ce qui m'arrive, non seulement dans les effets secondaires, il est à l'écoute, mais aussi dans tout ce qui est ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui l'est moins. Et il m'accompagne comme ça, pas à pas. Donc, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Et en fait, maintenant, il fait partie de ma vie. Et je sais que c'est essentiel. Maintenant, il a l'intelligence de réduire les traitements si c'est nécessaire, de les augmenter si c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment un binôme que je forme avec lui. Ce que vous témoignez là, je trouve que ça rejoint justement l'un des principes de ce concept de rétablissement qui est l'idée de pouvoir avoir une vision holistique des personnes globale qui ne s'arrête pas uniquement à la question de la maladie et de la réduction des symptômes. Tout à fait. Et effectivement, ce psychiatre, il a pu porter un regard sur vous holistique et s'intéresser à ce que vous étiez en tant que personne et pas uniquement en tant que malade. Oui. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça ne sera jamais un ami. Ça reste un psychiatre. Bien sûr. Et Tibric 57, vous souhaiterez savoir si famille et bipolarité sont des choses qui sont conciliables. Est-ce qu'il est possible de souffrir d'un trouble de bipolaire et pour autant d'avoir une vie de famille? Tout à fait. Moi, j'ai élevé 2 enfants avec mon mari. Ça fait 33 ans qu'on est ensemble. On aurait pu se quitter parce qu'il y a eu des moments vraiment très difficiles, mais on ne s'est pas quitté et on continue à faire notre vie ensemble. Merci beaucoup, Blandine. Et on a une autre question de Christian Rabaté qui s'interroge sur ce qui a permis le déclic dans votre parcours de rétablissement. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça a été un processus progressif? Ça a sans doute été progressif, mais c'est comme je le disais, c'est un matin, je me suis dit, j'ai fait le choix de vivre parce que j'ai eu aussi des instincts suicidaires, parce que cette maladie est difficile, et j'ai fait le choix de vivre, alors je vis. Et ça, c'est important c'était important pour moi de vivre ma vie. Donc, le déclic, oui, il a dû venir en essayant justement de sortir de ce cercle et d'agrandir ma vision. Merci beaucoup, Blandine, pour ce témoignage. Anne, je souhaiterais maintenant Annick, pardon, je souhaiterais maintenant vous donner la parole. Vous souhaitiez nous parler des outils et des moyens que vous avez mobilisés pour vous rétablir. Oui, alors moi j'ai entamé une psychothérapie sur toute ma vie et pas seulement sur les troubles bipolaires, mais d'une façon globale. Et à travers cette thérapie, j'ai pu faire de l'hypnose pour retrouver la mémoire de choses passées, de chocs émotionnels passés, et puis de faire de l'EMDR, qui est de l'intégration émotionnelle par des mouvements oculaires. Donc on passe un objet devant les yeux et ça permet de faire remonter des émotions. Et ces émotions sont évacuées par de la respiration, c'est-à-dire de la cohérence cardiaque, où on respire à fond, on bloque la respiration quelques secondes et on souffle à fond. Voilà. Et puis je fais aussi des séances d'EFT, c'est Emotional Freedom Therapy. C'est des textes qui sont écrits en collaboration, en partenariat avec la psychologue, que l'on lit tous les jours à haute voix, en tapant sur des points karaté ou autres. Voilà. Puis, j'utilise aussi la méditation pleine conscience qui m'a permis de retrouver le sommeil, de diminuer mes somnifères, de faire baisser ma tension artérielle et de diminuer aussi mes pulsations cardiaques. Voilà. Et pour la détente et la relaxation, pour la détente et l'anti-stress, j'utilise de la relaxation. Et puis voilà, pour tous les outils que j'utilise.
Merci. Et vous me partagiez aussi le fait que la littérature a été quelque chose qui vous a particulièrement aidé dans votre parcours et vous souhaitiez notamment présenter deux ouvrages qui ont été assez fondateurs pour vous. Oui, alors j'ai lu un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau et qui présente différents profils de blessures personnelles qu'on a pu vivre et qui m'a aidée. Et puis un autre livre d'une journaliste qui s'est intéressée à la santé mentale qui s'appelle Trouver ma place et elle s'appelle Natacha Calestrémé. Et dans son livre, elle fait un tableau dans lequel on peut écrire les émotions que l'on a vécues, les épreuves que l'on a vécues, les émotions qui se sont reliées. Ça peut être de la peur, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, de la colère. Et le fait de remplir ce tableau m'a aidé pour le travailler ensuite avec la psychologue, pour mieux avancer. Ok, merci. Et Annie, quand on échangeait ensemble, vous aviez une manière bien à vous de décrire la manière dont vous engagiez les relations avec vos psychiatres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Voilà, alors dans ma vie, j'ai changé plusieurs fois de département, donc j'ai donc changé de psychiatre. Et à chaque fois que je rencontrais un nouveau psychiatre, je lui demandais si c'était possible de faire une collaboration ou un partenariat d'une façon égale, voilà, de façon à travailler de façon unilatérale face à la maladie et à la prendre en charge chacun à son niveau. Et chacun avec son niveau de compétence et de responsabilité, justement. Voilà, c'est ça. Et ce que vous remettez là en question, c'est peut-être aussi ce qui a traversé l'histoire dans les dynamiques entre soignants et soignés, dans les dynamiques justement verticales entre un soignant sachant et un soigné profane. Et là, vous dites justement que vous engagez la relation avec vos psychiatres en demandant, voire en exigeant, ce rapport d'égalité et de complémentarité entre vous. Tout à fait. Mais bon, je voudrais quand même insister sur le fait que tous les psychiatres ne l'acceptent pas. Vous avez eu des fins de non-recevoir quant à cette exigence? Oui, oui, il y a des psychiatres qui m'ont dit, enfin, une psychiatre en particulier qui m'a dit que c'était elle le médecin et qui avait le savoir et voilà. Sauf que je lui ai répondu que moi, c'est moi qui me connaissais depuis tant d'années et qui connaissais aussi mes symptômes et qui me connaissais moi-même, quoi. Et qu'on ne pouvait pas travailler l'un sans l'autre. Donc, on voit bien dans votre témoignage la référence à ce qu'on présentait de la définition de l'empowerment qui exige justement pour que une personne puisse être dans un environnement qui lui permet de développer son pouvoir d'agir, ça nécessite une transformation de ces rapports de pouvoir initiaux qui régissent habituellement la relation entre un médecin et son patient. Et ça rejoint un petit peu une question également de Christian Rabaté qui se demandait, vous qui avez rencontré donc des psychiatres et qui en même temps avez fait une psychothérapie, quelle est la complémentarité idéale entre un psychiatre et un psychothérapeute? Alors, le psychiatre est plus tourné vers tout ce qui est traitement et tout ce qui est symptômes de la maladie pour ajuster les traitements et travailler plutôt sur les traitements. On discute un petit peu, mais plutôt orienté sur la maladie et les traitements. Tandis que la psychologue, il y a beaucoup plus de dialogue et d'échange qu'avec un psychiatre. Et c'est en ça qu'ils sont complémentaires. D'accord. Mais justement, ça n'empêche pas que le psychiatre puisse avoir cette vision holistique dont on parlait tout à l'heure de ce que vous êtes et qu'il ne s'arrête pas justement qu'à la question de la médication et du traitement des symptômes. Ça nécessite aussi pour vous que ce psychiatre, il ait cette vision globale, même si effectivement, on ne va pas forcément rentrer dans une dynamique de relation d'aide, mais qu'il puisse ne pas s'arrêter à la maladie. Oui, alors tous les psychiatres, il y a certains psychiatres qui fonctionnent
en s'occupant que des traitements, mais il y a des psychiatres avec qui on peut avoir une relation de dialogue. D'accord. Okay. Et vous, du coup, c'est ce qui a été particulièrement important pour vous, c'est ce dialogue, cet aller-retour entre vos ressentis, votre expérience de la maladie et du parcours de rétablissement que vous mettiez en œuvre et la vie médicale du psychiatre. Oui. Super. Okay. Merci beaucoup, Annick. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Anne. Anne, vous souhaitiez d'abord nous partager également votre vision du rétablissement. Oui, en fait, moi, je fais on a souvent tendance à dire que le rétablissement, c'est être stable. Stable ou stabilisé. Et moi, moi, je fais une vraie différence entre les deux, entre la stabilité et le rétablissement. C'est-à-dire que pour moi, être stable, c'est un objectif parmi d'autres, mais c'est un objectif. Et le rétablissement, c'est le chemin qui va y mener. Donc, en fait, moi, mon rétablissement, il a commencé quand on m'a annoncé le diagnostic et il se terminera avec moi. C'est-à-dire, il se terminera à la fin de ma vie, que je sois stable ou pas. C'est-à-dire que même stable, mon rétablissement sera toujours en cours parce que je vais toujours mettre des choses en place pour que mon humeur, pour que je sois optimiste. Et moi, par exemple, je me considère comme rétablie parce que je prends ma vie en main. Donc, pas seulement mes soins, pas seulement mon traitement, donc pas seulement la maladie, mais toutes les sphères de ma vie. Voilà. Et le rétablissement, pour moi, en tout cas le mien, concerne ça. Je veux dire, pour moi, je ne peux me considérer que comme un tout. On ne va pas que me soigner le cerveau, on va me soigner en entier. Parce que grâce aux soins qu'on apporte à mon cerveau, je peux être insérée dans la vie, qu'elle soit sociale, familiale, professionnelle, dans toutes les sphères de la vie. Et donc je vais prendre les rênes sur la maladie et je vais chercher à la dompter, je vais chercher à prendre le dessus sur elle pour qu'elle me contrôle finalement de moins en moins, voire plus du tout. Là, ce serait le top. Et comment vous faites justement pour prendre les rênes de cette maladie? Ça passe par quoi? Alors en fait, moi, je vais utiliser tous les moyens qui me sont utiles à moi, vraiment à moi, c'est vraiment très personnel, pour être thymique. Et j'ai dû faire des choix difficiles d'ailleurs pour y arriver. Le premier moyen, ça a été la psychoéducation. C'est dès que, à partir du moment où j'ai appris ce qu'était la maladie, j'ai pu y voir beaucoup plus clair. D'ailleurs, on en a parlé ce matin. J'ai pu y voir beaucoup plus clair. Et puis, j'ai pu me situer, d'ailleurs. Donc, il y a eu la psychoéducation, il y a eu la remédiation cognitive, la décision avec psychiatre et psychologue d'arrêter de travailler et de passer en invalidité. Il y a eu tous les dossiers pour le statut handicapé, donc ça c'est la MDPH. J'ai mis un tas de trucs. Je me suis offert un chien qui me permet de sortir et de pas rester enfermée de la maison. Je fais de l'activité physique, j'ai déménagé, donc j'ai quitté Paris et le trop vite, le trop stressé, je me suis rapprochée de ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis lancée dans la paire-aidance, même sans être diplômée, donc pas du tout au niveau de Jérôme, mais donc moi j'anime des groupes de parole. J'ai fait quoi? J'ai eu besoin, étant donné que il y a un des gros symptômes de la bipolarité qui est les dépenses excessives ou en tout cas incontrôlées. Donc moi j'ai décidé avec ma famille de devenir majeure protégée. Donc, j'ai une habilitation familiale qui me protège, en tout cas d'un point de vue bancaire. L'accompagnement par mes pairs, donc de mes pairs, mais par mes pairs aussi, parce que dans les groupes de parole, c'est un échange. Je ne leur apporte pas, on s'apporte tous.
Il y a quoi d'autre? Il y a l'alliance thérapeutique avec ma psychologue, mon psychiatre, parfois les hospitalisations quand c'est nécessaire, l'observance du traitement, puis j'en oublie sûrement. Enfin, je veux dire, c'est autant de choses qui, dans la vie, me permettent en fait de rester ancré les deux pieds sur terre, quoi. Mais et être bien, quoi. En fait, finalement, avec tous ces moyens et tous ces outils, je donne un sens à ma vie, mais un sens réel. C'est-à-dire, je ne la subis plus, je la vis. En fait, les troubles bipolaires, j'ai arrêté de lutter contre et je vis avec. Et quand j'ai réussi à faire ça, quand j'ai compris ça, ça m'a fait énormément de bien. Alors, vous disiez dans votre témoignage que, alors on s'est dit qu'on s'autorisait un petit peu d'improvisation. Vous disiez justement que une des choses qui vous a aidé dans votre établissement, c'est la déclaration d'inactivité. Ouais. Enfin, la déclaration, vous disiez de ne plus travailler. Souvent, on fait l'amalgame justement entre ne plus travailler et l'inaction. Est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu cette question? Alors, ça n'a rien à voir. Alors, d'abord, c'est pas de l'inactivité, mais c'est de l'invalidité. De l'invalidité. C'est pas tout à fait pareil. Et alors, le mot, c'est un mot qui, moi, en fait, quand on m'a proposé l'invalidité, je me suis pris une claque et je me suis dit, ça y est, alors, parce que j'ai eu tout en même temps arrêt maladie, invalidité, statut handicapé. Tout en même temps. Et là, je me suis pris des claques de tous les côtés. Je me suis dit, ça y est, t'es plus rien. Et en plus, t'es bipolaire. Et donc, je me dis, je suis plus rien. Et en fait, non. Déjà, avoir le statut, je vais commencer par le statut handicapé très rapidement. Déjà, ça m'a permis d'être protégée d'un point de vue professionnel avec l'obtention de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc la RQTH. Donc, si j'avais continué à travailler, j'aurais été protégée au niveau de mon poste. Et puis, j'aurais pu demander un aménagement. Et puis, puis finalement, on s'est tous décidés pour que… Alors, tous, c'est l'alliance thérapeutique que j'ai avec mes médecins, mes soignants, pour se dire que ce qui me convenait le mieux à moi, en tout cas en ce moment, c'est l'invalidité, c'est-à-dire arrêter de travailler. Parce que de toute façon, j'en étais arrivée à un point où… je travaillais 1 mois, j'étais hospitalisée 3 mois. Je revenais 1 mois et demi, j'étais en arrêt 15 jours. Je revenais, enfin bref, j'étais en arrêt constamment et je supportais plus. Et en fait, le travail, le travail accentuait les troubles bipolaires. Et du coup, l'invalidité. Alors, l'invalidité, c'est pas du tout l'inactivité. L'invalidité, c'est ne plus être salarié d'un employeur. Voilà, l'invalidité, c'est ça. Et bénéficier d'une pension de la part de la CPAM, donc de la sécurité sociale. Voilà, l'invalidité, c'est là, et c'est parce qu'on a un trouble psychique ou physique qui nous empêche de travailler. Voilà, donc ça, et vous voyez dans la définition que je viens de vous donner, ça n'a rien, il n'est absolument pas question d'inactivité. Pas question. Alors, moi, j'ai des journées, donc je ne travaille pas. Je ne m'ennuie jamais. Et si mes journées pouvaient faire 30 heures, j'en serais ravie, je vous le dis très honnêtement. Après, le tout, c'est de pouvoir être suffisamment en forme pour construire ses journées. Voilà. Après, il faut être en forme. Il faut aussi, malgré tout, il faut travailler sur soi-même, il faut pouvoir atteindre, être dans le rétablissement et atteindre une humeur suffisamment stabilisée, hein, ça ne restera jamais comme ça chez nous, hein, mais avec des petits hauts, des petits bas, de manière à pouvoir entreprendre tout ça. Et moi, par exemple, une journée type chez moi, c'est je me lève tôt, je me lève plutôt tôt, je vais promener mon chien qui est thérapeutique hein, d'ailleurs, hein, donc je vais promener mon chien, je reviens, je travaille pour l'association Argos parce que j'ai des dossiers en cours. Je sors mon chien, je vais nager, je vais voir ma famille, enfin voilà. Et je me donne, grâce à Argos et grâce aux choses que j'entreprends dans la vie, je me donne un sens. Je me sens un réel sens. Donc ma vie, je la subis plus, je la vis.
Et je vis enfin. Et je vais vous dire un truc, alors je vais peut-être pousser le bouchon trop loin parce que je sais qu'on dit souvent que on cherche souvent la réinsertion professionnelle. Moi, je vous dis sincèrement, je ne la cherche plus. Je n'ai pas besoin d'être salarié pour m'accomplir. Au contraire, être salarié, dépendre et avoir ce stress du résultat, ce stress de l'objectif qui n'est pas atteint, ce stress, tout ça, me fait trop mal, vraiment trop mal. Maintenant, je suis bien. Merci beaucoup. Effectivement, ça me fait penser à Elisabeth, qui est la coordinatrice de notre organisme de formation et qui elle-même vit avec des troubles psychiques. Partageait justement votre image. Elle me disait mon objectif, c'est d'arrêter de faire des montagnes russes et d'avoir des ondulations qui soient plus sereines, plus apaisées, mais de toujours onduler, parce que le moment où l'encéphalogramme est plat, le plus souvent, c'est pas bon signe. Et puis de toute façon, je veux dire, que ce soit dans cette maladie ou que ce soit les personnes qui n'en sont pas atteintes, on n'est jamais toujours très content, toujours très triste. Il y a toujours quel que soit le niveau en soi, on a toujours des moments, un petit coup de mou. Même nous, ça nous arrive. Et ça ne veut pas dire qu'on est en phase dépressive, ça veut dire qu'on a un coup de mou. C'est tout. Voilà, où on est joyeux, et ben vous aussi, ça vous arrive. Donc, ben voilà. Donc, on n'est jamais. Puis on a des émotions. Donc, on a des émotions et moi, j'ai appris à ne plus les gérer, mais j'ai appris à les vivre au mieux et pas les combattre. Et ça fait du bien de ne pas combattre ces émotions et de les accueillir, ça fait beaucoup de bien. Et tout ça, ça fait partie de mon rétablissement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je souhaite le compléter par une citation également que vous aviez pu me partager dans notre échange préparatoire, où vous disiez que vous, l'idée, c'était de connaître la maladie et de vous connaître dans la maladie. Je trouvais que c'était particulièrement juste pour décrire ce processus de rétablissement. Ben ouais, absolument, parce que il y a la maladie, donc qu'on va trouver dans les livres qui la détaillent, pas dans les témoignages, hein, mais vraiment dans les livres qui la détaillent, donc avec les symptômes, les traitements, les saisonnalités, la lumière, voilà, tu sais, il y a la maladie, et puis il y a ma maladie, ma bipolarité à moi, qui est complètement différente de celle de Blandine, d'Annick, de Jérôme ou des personnes qui nous suivent. La mienne, elle n'est qu'à moi et elle ne concerne que moi. Vous voyez, par exemple, Annick tout à l'heure parlait de MDR, de FT, de cohérence cardiaque. Moi, ça ne me convient absolument pas. Au contraire, ça m'angoisse. Vous voyez? Donc voilà. Donc il y a ma maladie, il y a la sienne. Et non, moi, ce qui m'a permis de me connaître dans la maladie, c'est la psychoéducation où là, j'ai pu trouver mes propres outils. Enfin, j'ai pu trouver les outils qu'on me proposait, les expérimenter, donc les garder, les rejeter ou même carrément créer les miens, mes propres outils à moi, que je propose ou pas d'ailleurs, mais dont on parle, on échange. J'ai fait, on en parlait ce matin aussi avec professeur Franck, moi aussi j'ai fait de la remédiation cognitive, par exemple, parce que à cause des crises nombreuses et puis parfois des traitements. Et puis en plus, j'ai la chance d'être, on met des gros guillemets, hein, d'être épileptique et ça me provoque aussi des troubles cognitifs. Donc la remédiation cognitive m'a permis aussi de pallier aux troubles cognitifs, d'y remédier, de les prévenir. Et puis de savoir quand ils sont là, d'apprendre en fait à me dire c'est pas grave, ça passera. C'est pas grave, arrête de te battre. Et puis plus tu vas te battre, plus ça va continuer. Donc ça passera quoi. C'est pas c'est pas grave. Je veux dire, j'ai appris à relativiser aussi dans ma maladie, toute grave soit-elle. Moi aussi j'ai fait des tentatives de suicide, j'étais alcoolique. Enfin bon, j'ai appris à relativiser et ouais, j'ai appris à vivre. Et quand on se connaît. En tout cas, depuis que je me connais, que je me connais, que je m'accepte. On en parlait avec Dr Belzo ce matin. Depuis que je me connais, que je m'accepte moi et que j'accepte la maladie qui est en moi, je vais beaucoup mieux finalement. Merci. Annick, j'ai vu une main levée. Est-ce que vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais juste faire un tout petit aparté pour dire que le rétablissement,
c'était un cheminement, mais ce n'était pas la guérison. Car malheureusement, notre maladie, pour l'instant, on ne peut pas la guérir. Voilà, c'est tout. Merci, c'est apprendre à vivre avec, justement. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et on a deux questions qui viennent du public qui me paraissaient importantes de poser. Alors, je m'excuse d'avance, je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions que vous avez apportées, mais il y a quelqu'un qui demandait, et je vous interroge tous, par où conseillez-vous de s'engager dans ce processus? Quels sont les petits pas qui peuvent aider? Je vais intervenir. Moi, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est mon premier pas, en fait. Bon, après l'annonce du diagnostic, hein, donc ça a été le premier pas. Mon premier pas, ça a été pousser la porte, sans faire de prosélytisme, mais pousser la porte d'Argos 2001 et rencontrer des gens qui me ressemblent. Voilà, ça a été mon premier pas. Et déjà me dire que non, je suis pas toute seule et qu'on est quand même vachement nombreux à être atteints par la maladie. Et donc ça, c'était mon premier pas. Et mon deuxième pas, ça a été la psychoéducation. Voilà, l'éducation thérapeutique du patient. Voilà. Et à partir de là, il y a des tas. À partir de là, voilà, c'était comme Blandine disait tout à l'heure, le cercle dans lequel j'étais s'est ouvert. Et il y a eu ça a ouvert, voilà, ça s'ouvre. Et donc ça a ouvert un tas de champs des possibles. Et puis de toute façon, à partir du moment où on met un pied dans le rétablissement beaucoup plus concret, moi j'ai été, on sait où elle est. On sait parce qu'on a des conseils. On voit une personne qui nous en conseille une autre, qui va nous conseiller deux autres, puis deux autres. Enfin, c'est pyramidal et puis on sait où elle est. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à cette question du petit pas? Moi, je veux bien réagir en disant que effectivement, c'est très important de sortir de son isolement parce que quand on souffre d'un trouble bipolaire, on a tendance à se replier dans sa coquille et à ne plus en sortir parce que c'est associé à la honte, à la culpabilité. On ne sait pas très bien comment agir, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on doit le dire, pas le dire. Donc, il y a aussi toute l'autostigmatisation qui joue. Donc, c'est sortir de son isolement et une des pistes, c'est justement de rejoindre des associations et de s'ouvrir à des gens qui sont comme nous. Merci. Il va falloir qu'on conclue. Est-ce que l'un d'entre vous a un mot de la fin avant que je m'autorise une petite conclusion? Moi, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on nous a diagnostiqué bipolaire qu'on est… Bon, déjà, on n'a pas d'étiquette sur le front, hein, ça se voit pas, enfin pas toujours. Mais c'est surtout qu'il y a de l'espoir, quoi. Même s'il n'y a pas de guérison, il y a de l'espoir et on peut bien vivre avec un trouble bipolaire, quelle que soit la façon dont on vit. Vous voyez, Jérôme vit bien, il est salarié. Moi, je vis bien, je suis en invalidité et on ne lutte pas forcément. Enfin, je veux dire, j'ai connu quelqu'un chez Argos qui disait, je fais un coucou, c'est Olivier qui disait, je suis détendu du trouble. Moi aussi. Moi aussi. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Blandine, peut-être? Moi, je dirais pareil, il faut avoir de l'espoir. La route est longue, la route a des embûches, mais la route vaut la peine d'être vécue. Merci. Annick, un petit mot? Le rétablissement, c'est justement la marche pas à pas. On ne monte pas une échelle en sautant des échelons et tout se fait petit pas par petit pas et en utilisant des outils qui nous sont propres à chacun et qui ne sont pas valables forcément chez le voisin. Voilà. Merci. Jérôme? Votre micro, Jérôme. Voilà. Eh bien, moi, je reprendrai une phrase des pionniers des mouvements d'usagers qui disait « Rien sur nous sans nous ». Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter
Et du coup, il faut effectivement se donner la chance et l'opportunité, la créer, d'apporter notre sensibilité, notre expertise, notre expérience rare. Merci beaucoup à vous quatre. Je pense que votre message était particulièrement porteur d'espoir pour toutes les personnes qui vous ont écouté. Moi, je souhaiterais saluer notamment la singularité de vos témoignages qui démontrent encore une fois que le rétablissement est tout sauf un parcours normatif, comme une nouvelle forme de normalisation, comme disait Patricia Digan, mais c'est bien un cheminement singulier dans lequel voilà, l'agir a une place essentielle et chacun agit différemment en fonction de ce qu'il considère être le mieux pour lui et les outils qu'il considère pertinents pour lui. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est justement qu'elle vient décloisonner les champs et qu'elle vient mettre fin aux luttes de chapelle. Comme on dit, toutes les formes d'intervention, tous les outils sont pertinents à partir du moment où la personne considère que ça lui est utile et que ça l'aide dans son processus. Donc un grand merci à tous et Bernard, je vous rends le micro. Merci. Bien, écoutez, Merci. J'accepte la parole, mais je ne peux pas faire autre chose que vraiment vous remercier, moi, à mon tour, pour la très belle conclusion que nous venons d'entendre. Et surtout la façon dont vous avez animé aussi cette table ronde avec enthousiasme et avec une maîtrise superbe. Et puis, je me permets aussi, bravo et merci aux participants de la table ronde. Sans doute, pendant que vous parliez, vous n'avez pas forcément vu tous les commentaires hyper positifs qui se sont affichés, vous remerciant les uns et les autres individuellement ou collectivement sur tout ce que vous avez dit. Donc vraiment, votre message d'espoir, sachez-le, a été bien entendu. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.